Il va la frappe. Ils sont magiques les Monégasques. J'ai un scoop pour vous. La frappe croisée magnifique. Égalisation pour l'AS Monaco. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Salut tout le monde et bienvenue pour le débrief de Strasbourg-Monaco, 25e journée de Ligue 1. Monaco qui s'est imposé 1-0 sur la pelouse de la Méno. Pour parler de la rencontre, il y aura Patrice et Pierre. Bonsoir messieurs. Salut. Et donc victoire importante malgré un contenu plus que moyen, mais victoire importante aussi par rapport aux performances de nos rivaux, nos concurrents directs. Donc Monaco recolle à Brest à un point exactement, conforte sa 3e place sur le podium, profite aussi des défaites de Nice et du match nul de Lille avec Rennes. Donc voilà, c'est une bonne opération pour Monaco. On va commencer, messieurs, avec le j'aime pas. Celui qui veut. Ouais, je vais commencer. J'ai dû chercher un bonbon pour trouver un j'aime, parce que franchement sur ce match il y avait quand même pas grand chose à dire, assez compliqué, parce qu'on va y revenir. Donc ce que j'ai aimé du coup c'est l'entraîne de petits jeunes, que ce soit Ben Seguir et Kliouche, parce qu'ils ont fait cette action qui a inscrit le but, parce que même leur entrée derrière il y a quand même pas grand chose non plus, on n'a pas vu beaucoup de différence d'avant avec les joueurs qu'on pouvait avoir, mais voilà, leur entrée a quand même a fait du bien, nous a permis d'inscrire ce très beau but et du coup d'aller chercher surtout les 3 points sur un match très 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 compliqué. Et ce que j'aime pas, c'est ce match dégueulasse qu'on fait encore, parce qu'on sort d'une belle série quand même si elle a été coupée, mais entre Nice, Lens, Paris, on a fait vraiment des très très beaux matchs, on a fait voir du beau foot, on voit vraiment une équipe qui se défend sur le terrain, qui va presser haut, qui récupère des ballons, qui se projette rapidement, et à chaque fois qu'on retombe contre une équipe qui fait le bus, qui joue vraiment bas avec son bloc bas, c'est dégueulasse qu'on se fait chier sur ces matchs-là, on a l'impression qu'on n'arrivera jamais à trouver la solution, on n'a quasiment aucune occasion à se mettre sous là-dedans. Je sais pas au bout de combien de minutes on a fait notre premier tir cadré, mais je sais déjà on l'a pas fait en première mi-temps, faut dire tellement c'était pauvre. Donc voilà, il va falloir vraiment trouver une solution contre ce genre d'équipe, parce qu'il nous reste encore des matchs contre les bas de tableau, et si cette fois-ci c'est passé, peut-être que ça passera pas les autres fois, donc faut vraiment faire attention. C'est quand tu veux, Pierre. Ouais, n'hésite pas, lance-toi. Je me demandais si t'allais rebondir ou pas, mais j'y vais alors. Moi j'ai quand même aimé le fait d'être capable de gagner ce genre de match. Ça a été notre défaut sur pas mal de matchs cette saison, de ne pas savoir gagner, donc de faire match nul et parfois même de perdre ce genre de confrontation bêtement. Donc voilà, là cette fois-ci on s'en sort avec une victoire, et c'est comme tu le disais une belle opération comptable, donc tant mieux. Prenons ce qu'il y a à prendre, il n'y avait pas grand-chose d'autre de bien dans ce match, et du coup pour aller vers ce que j'aime pas, c'est l'attitude globale de l'équipe pendant le match qui a pas été bonne. Alors après on en discutera plus longuement, mais pour moi il y a vraiment un problème d'état d'esprit aussi quand il y a peu d'adversité. J'ai l'impression que les joueurs se bougent peu, que ce soit dans le pressing ou même dans les idées créatives. Ça suffit pas, c'est pas suffisant pour tromper un bloc bas, et ça aurait pu encore nous mettre en difficulté hier, donc voilà. Et pour moi, c'est le premier but de la saison de Ben Seguir, du coup. Voilà, je suis content de voir qui marque. On en avait parlé, Patrice, sur ses récentes entrées qui n'étaient pas franchement bonnes lors du dernier débrief. Donc ça fait plaisir, voilà, c'est bien. Je pense que c'est vrai que c'est un joueur qui revient... qui revient avec un petit peu qui met du temps un peu à revenir aussi, essayer de retrouver son meilleur niveau. Alors il y a aussi la concurrence, mais voilà, je pense que si c'est un but qui lui fait du bien, qui le débloque un petit peu, c'est tout bénef. Donc je suis juste content de cet aspect-là. Et puis mon j'aime pas, du coup c'était aussi le contenu du match qui était quand même extrêmement faible. Alors on s'attendait à ce que Strasbourg
attendre très bas, mais voilà, malheureusement, nous aussi, je trouve qu'on a quand même une approche qui est pas forcément, voilà, qui manque un peu ça manque un peu de punch, tout ça, c'est trop mou, voilà, c'est l'intensité, ce qu'on est capable de mettre contre le PSG, contre Lens, et qu'on n'est jamais capable de remettre contre une autre équipe. Voilà, c'est quand même un des grands mystères. Alors ça, la question sera peut-être dans l'attitude, comme tu le disais Pierre, la question sera peut-être aussi dans l'approche tactique de l'animation qu'on a, qui est peut-être pas bonne. Enfin, en tout cas, on débattra un petit peu de ça pour savoir si Monaco a la bonne approche face aux petites équipes. Le 11 de départ. Le 11 de départ, 4-4-2, messieurs, quasiment, alors presque un peu le même que contre Paris, sauf qu'il y avait le retour de Zakaria au milieu de terrain, et donc Akliouche sort du 11, puisque Golovin, Minamino sont titulaires. Ouais, voilà. Zéro surprise. Ouais, non. Franchement, c'était complètement attendu, la compo. Est-ce que c'est une équipe type Un petit doute peut-être sur Jacobs. Après, il revient de blessure. Je pense quand même que Salissou... Oui, Salissou aurait dû être titulaire, je pense, s'il n'était pas blessé. Ouais. Mais après, si Salissou non, mais est titulaire, si on parle d'équipe type, peut-être que... c'est pas un 4-4-2, quoi. Bah, qui est à place de carrière. Ouais, non, à place de carrière. Non, mais je pense que tu joues à 3 défenseurs. Ou Maripane, j'avoue, je ne saurais pas dire quel faut se faire. Ça dépend du match et l'opposition que tu as. Mais sinon, oui, ça a l'air d'être en ce moment la formule qui fonctionne, donc dans ce 4-4-2. Et le seul que je pourrais voir, hormis bien sûr Enrique et Mbolo, qui sont des joueurs qui sont absolument pas disponibles pour l'instant, mais ça peut bientôt changer. Pour moi, non, il n'y a que Salissou qui peut prétendre être dans ce 11. Même Vanderson, pour moi, ça vaut vraiment pas le coup de décaler Singo tellement il apporte sur son côté que faut le remettre dans l'axe. Surtout pour le voir en latéral et pas en piston. Après, on rappelle, Vanderson et Jacobs qui faisaient leur retour dans le groupe ce week-end. Donc forcément, Vanderson quasiment un mois d'absence au total. Donc c'est sûr qu'il allait pas débuter. Jacobs un peu moins longtemps, quasiment un peu plus de 2 semaines, et forcément pareil, on s'attendait pas à le voir débuter, surtout qu'en plus Ouattara sortait d'un gros match contre Paris, donc pour le coup il y avait pas Singo pareil d'ailleurs comme arrière droit, donc il y avait aucune raison a priori de les remplacer sur ce match-là. Autant continuer avec les certitudes qu'on avait sur les deux. Donc une compo vraiment sans grande surprise. Balogun et Ben Yedder qui étaient à nouveau alignés ensemble en attaque, et donc je disais Golovin qui était dans le cœur du jeu contre Paris, qui a débuté à gauche là contre Strasbourg, mais qui au final dans l'animation on l'a très rarement vu vraiment sur le couloir en fait. On l'a plus vu justement axial. Pat, justement, c'est avec un Fofana aussi pareil qui était un cran plus haut que Zakaria, ça on a l'habitude. Mais voilà, c'était un peu plus libre, on va dire. C'était pas forcément figé avec milieu de côté, etc. Il y a que Minamino vraiment qui était pas mal sur le côté. Ouais, a priori on avait beaucoup plus ça du coup à Ouattara. Ouais. Qui avait le couloir, contrairement à Singo qui dédoublait plutôt bien avec Minamino, qui montait un peu moins. Ouais. Après, c'était peut-être voulu aussi, peut-être que du coup en phase offensive on revient sur une défense un peu à 3 en laissant Ouattara monter beaucoup plus haut que Singo. Ouais, ça avait l'air quand même d'être un choix, et puis c'est quelque chose qu'on fait souvent avec Golovin, le fait qu'il aille plutôt dans le cœur du jeu pour décaler son ailier, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent avec lui, qui a pu bien marcher sur certains matchs, bon, pas hier, mais c'est des choses qui peuvent fonctionner, ouais. En tout cas, c'est surtout du côté droit qu'est venu la première occasion, le principal danger, avec un centre de Singo pour Balogun qui s'est complètement raté, Pierre, sur cette action. Ah ouais, puis là on peut lui en vouloir parce que c'est quand même un gros raté. Alors ça arrive tôt dans le match, et
dans l'énergie du moment, on se dit qu'il y aura peut-être d'autres opportunités. On verra qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Mais c'est un énorme raté parce qu'il est vraiment, il est à bout portant et c'est. On ne demande pas un exploit là, c'est un geste basique d'attaquant. Donc c'est quand même vraiment dommage qu'il au moins il ne cadre pas, quoi. Ouais, tu dis justement pas beaucoup d'occasions sur ce match. Je retiens aussi une frappe contrée de Minamino dans le temps additionnel. Je retiens aussi la manchette de Bella Arouche quasiment à la fin de la première période aussi. Une frappe de Balogun là, c'est ça. C'est une frappe de Balogun. Mais c'est vrai que c'est des frappes aussi de loin sur des ballons qui reviennent après des dégagements. Très centrée, celle de Balogun. D'ailleurs, l'arrêt est étonnant parce qu'en fait, elle est pas si dangereuse que ça, cette frappe, mis à part qu'elle est forte et que le gardien il semble surpris, mais il devrait pas être surpris par une frappe comme ça, quoi. Ouais, sauf s'il a pas trop vu arriver, quoi. S'il est un peu masqué ou quoi. Et puis il y a 2 têtes aussi de Singo, dont une vraiment qui est bien claquée par Bella Arouche, qui aurait vraiment pu faire but. Donc, en deuxième période, Voilà, mais c'est vrai que au final, les occasions sont assez rares côté monégasque, et c'est un problème qu'on a eu vraiment dans cette rencontre, à savoir d'être dangereux, quoi, au final. Arriver à placer leur bloc, en fait. On n'arrive pas Ils sont vraiment en place en face, parce qu'on arrive, on n'a pas vraiment de mouvement, on n'a pas de vitesse, donc ils sont très très rapidement avec leurs 2 lignes, et on n'arrive pas du tout à passer. Dès qu'on passe, du coup, il y a 2 ou 3 joueurs qui sautent sur le porteur du ballon et qui l'empêchent de faire quoi que ce soit, donc on perd rapidement les ballons. On n'arrive pas à trouver les solutions, à faire étirer ce bloc en jouant à droite à gauche ou en faisant reculer un petit peu. Ni même on arrive à jouer rapidement, parce qu'ils ont quand même des actions, hein. Strasbourg, ils ont été dangereux à plusieurs moments, et à les prendre en contre et être assez rapide derrière pour les prendre avant qu'ils se remettent en place. On n'a pas su le faire pendant tout le match. Du coup, plus le temps avance, plus on se dit ça va être compliqué de trouver la solution. Oui, on s'attendait même à ce que finalement on la trouve pas. Moi, je m'attendais vraiment à ce que ça se finisse par un 0-0, parce que dans l'autre camp, c'est pareil, hein, Strasbourg a quasiment pas d'occasion non plus. Il y a une bonne sortie de Majeski dans les pieds de Bakwa à la 23e, 23e. Et une frappe enroulée aussi de Bakwa. Ouais, après un mauvais dégagement de Maripane qui fait un peu n'importe quoi. Mais sinon, c'est vrai que il y a quand même pas grand chose non plus côté strasbourgeois, même si paradoxalement il y a des situations chaudes où on est un peu acculé. Il y a des moments où on subit, on est vraiment dans notre surface. Pour eux, ça donne c'est un problème, ça donne pas forcément d'occasion non plus. Non, c'est que t'es quand même, et je crois que j'avais fait la même remarque sur le match aller, c'est quand même d'une faiblesse abyssale, hein, Strasbourg, quand même. Offensivement, c'est vraiment pas dangereux, et les peu de fois où on a été en danger, c'est principalement par notre faute, quoi. C'est des erreurs qu'on fait nous qui leur permettent d'avoir des occasions derrière, quoi. Soit un mauvais alignement, soit Fofana qui fait une cagade et qui leur donne une occasion. Mais sur l'action que tu décris là, on a eu chaud quand même, parce que c'est un beau 2 contre 0. C'est vrai que l'attaquant fait un mauvais contrôle, parce qu'après il peut aussi la passer à son collègue qui est à côté. Il fait un très mauvais choix, et puis heureusement, hein, parce que sinon ils ont vraiment le boulevard pour les mettre un but, hein. Ouais, clairement. Et il y a rien, hein, c'est juste nous qui nous sommes complètement très très mal alignés sur l'action, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'était quand même... c'est un peu toujours la même fébrilité, finalement, qu'on voit. Alors, ça marche bien, là, en ce moment, dans le sens où on a 2 clean sheets d'affilée, ce qui est pas négligeable non plus, mais ça veut pas forcément... Ça signifie pas forcément plus de sérénité non plus dans notre arrière-garde, si ce n'est dans les cages, où on sent qu'on a Majeski qui est un peu plus qui dégage un peu plus de certitude que Philippe Keun. Ouais, c'est l'impression qu'il nous donne. Alors après, les 2 clean sheets qu'on fait sont quand même très différents, parce que contre Paris, on fait une belle prestation défensive quand même. Il y avait vraiment, on sentait que toute l'équipe était concernée par les tâches défensives, et on voyait, ça dégageait une certaine sérénité. Là, clairement, ce soir, le clean sheet, on le doit.
Ouais, certes, ok, la mais sérénité, tu l'as dans le pressing, quand tu défends en avançant, mais quand tu subis, quand t'es vraiment, ton bloc est bas et que t'es acculé, là, par contre, c'est un peu sauf qui peut. on a été en difficulté sur la fin du match. Et après, c'est légitime contre le PSG. C'est compliqué. Ils ont fait des changements qui leur ont apporté beaucoup, alors que nous, on n'avait pas ces possibilités-là. Enfin, oui, soit notre défense, elle a un peu craqué sur la fin sans concéder de but, mais je trouve que c'était une belle prestation défensive contre le PSG. Là, on doit surtout, je pense, notre clean sheet à la médiocrité des attaquants strasbourgeois quand même, Et puis l'absence de plan de jeu de Strasbourg aussi. Enfin, Ouais, je veux dire, ils se sont dit, bon, Ouais. bah, dès qu'on a un contre, et en fait, à la fin du match, d'ailleurs, ils ont dit, les Ouais. contres, on les a pas joués à fond. Ok, bah, voilà, c'est le Ouais, projet. c'est affligeant. On a joué contre une équipe qui Ouais. n'a aucun projet de jeu, quoi. De toute façon, C'est ça. les supporters à strasbourgeois avaient placardé des petites banderoles un peu pour dire ce qu'ils pensaient du projet sportif de leur club. Et ouais, on a pu le voir, tant mieux. Écoute, on va s'en réjouir pour nous, mais c'est clair qu'il n'y a pas vraiment On rappelle, de bonnes qu'on choses à a faire. donc galéré, on va quand même marquer, mais on a quand même galéré à marquer et à gagner contre la seule équipe qui n'a pas gagné en 2024 en Ligue 1. Voilà. Ouais, ça en dit long sur notre prestation, ouais, c'est clair. Donc, on va marquer, ce que je disais, on peut reconnaître à Uther quand même des changements qui ont un coaching gagnant, si on peut le dire, avec les entrées donc d'Akliouche et de Ben Seguir. Bon, je passe sur celle de Jacobs parce que foncièrement, il n'a pas apporté grand-chose non plus, et que ça vient pas de lui d'ailleurs le but. Mais voilà, il y a 2 entrées avec donc les jeunes formés au club qui ont fait la différence avec Pat Akliouche une percée et qui sert Ben Seguir qui marque. D'ailleurs sur le but en plus, c'était intéressant de ce qu'a dit Akliouche, quand je sais pas si tu l'as entendu sur Prime, la façon d'analyser le jeu depuis le banc justement pour en tirer profit ensuite à son entrée en jeu. Non, j'ai entendu celle de Ben Seguir qui disait du coup il a eu l'habitude du coup avec Akliouche de jouer dans les petits périmètres du coup qu'ils aimaient bien se trouver comme ça. Mais non, j'ai pas entendu du coup Akliouche parler. Il disait à propos du jeu sur les côtés, c'est ça ? Ouais, il a dit oui ils avaient observé que Strasbourg était plus faible sur les côtés. Ouais, effectivement, vu qu'on l'a pas fait quasiment tout le match, on n'a pas trop eu l'occasion de s'en rendre compte, mais effectivement là ça a été payant. C'est bien d'avoir pour lui cette attitude depuis le banc et d'avoir su corriger cet aspect-là directement en match. Après, c'est marrant, faut le prendre à la fois bien parce que c'est bien qu'il l'ait vu sur le banc et en même temps ils ont pas fait de la vidéo cette semaine. C'est pas un truc qu'ils auraient pu voir. Après, avant. Les équipes s'adaptent Pas que aussi ce entre elles. match-là. Hein. Non, mais je veux dire, voilà, ils savent que Monaco passe beaucoup par l'axe. Donc c'est vrai que si on pense d'abord à bloquer bien comme il faut l'axe, forcément, c'est sûr que tu délaisses aussi un peu les côtés, mais voilà, si Monaco a pas forcément la présence d'esprit d'essayer de jouer un peu différemment, d'un peu plus passer par ses côtés, justement, par les couloirs pour faire pour faire des décalages, etc. Oui, c'est un petit peu plus difficile. Le bon décalage, je trouve, on l'a eu en première période, justement, quand on parlait de cette action de Balogun. Le bon décalage, il vient pour le coup de Ben Yedder dos au but, qui lance bien Singo sur le côté. Voilà, ça c'était bien, justement. Mais après, c'est vrai que oui, voilà, il n'y a pas forcément... voilà. Après, voilà, quand enfin voilà, et je pense qu'ils ont aussi les consignes, je veux dire, ils ont avant de rentrer, Uther leur a dit quand même, je pense, les consignes aussi d'essayer d'un peu plus écarter, d'un peu plus trouver les espaces. Donc voilà, je pense que c'est pas non plus, ils ont quand même des mecs en tribune qui analysent le jeu, donc je pense que J'espère bien. Ouais, non, mais c'est sûr. Ouais. Voilà. Donc ce but-là, justement, qui va libérer Monaco, on est à la 72e minute. Exactement. Et puis derrière, après, voilà, on va un petit peu verrouiller, on va notamment faire entrer Magassa pour éviter au milieu de terrain pour essayer de fermer un peu le jeu, puisque l'approche avait été plus offensive. On le rappelle, Ben Seguir rentre à la place de Fofana.
Akliouche rentre à la place de Minamino. Mais c'est voilà, ouais. Mais du coup, le changement clé, on va dire, c'est celui de Fofana qui donc évoluait un peu comme un meneur de jeu presque, en quelque sorte. En tout cas, un milieu de terrain axial très haut. Sans grand succès, je pense qu'on en reparlera probablement dans les rubriques suivantes. Et donc là, Hutter décide d'enlever un profil un peu plus relayeur pour mettre un profil plus créateur, ce qui va donc s'avérer payant. J'ai quand même envie on peut commencer à lancer le débat, pour savoir si Monaco a la bonne approche face aux petites équipes. Parce qu'il y a plusieurs choses qui se mêlent. Il y a l'aspect tactique, d'une part, et pour rejoindre aussi du coup ton point, Pierre, sur ton j'aime pas, c'est le côté aussi un peu mental. Certains disent beaucoup disent même que c'est une équipe qui choisit ses matchs. Notamment à travers certains dont on reparlera peut-être encore. Toujours le même. On en a déjà un petit peu parlé la semaine dernière, évidemment, par rapport à son match contre Paris, mais ça mélange un peu plusieurs choses, à savoir donc est-ce que Monaco a la bonne approche. Je pense que Monaco a toujours cette envie d'aller vers l'avant, peu importe les équipes, que ce soit dans la façon de défendre ou dans la façon d'attaquer. Je pense que Monaco, c'est une équipe qui a quand même cette velléité offensive et qui n'a pas envie d'attendre dans son camp ou que l'équipe adverse fasse le jeu. On va dire. Donc je trouve que dans l'approche de base, je trouve ça bien que Monaco soit, on va dire, assez constant dans cette idée-là de volonté de jouer, d'attaquer, de défendre en avançant. Maintenant, c'est vrai que c'est peut-être plus, moi, je pense, alors, dans l'approche tactique, peut-être, notamment le fait de tout condenser dans l'axe, qui aurait peut-être des choses à revoir. Ouais, c'est principalement là le point. Je trouve que c'est là le principal problème. C'est quand je laisse l'autonomie pour savoir qui part, c'est le bordel. Hein. Non, mais j'ai un petit décalage sur le son. C'est possible. Vous m'entendez décalé, en fait. Je te rejoins tout à fait. Pour moi, on essaye beaucoup trop de passer par l'axe et on joue très très peu sur les côtés. Quoi. On a vu combien de dédoublements sur ce match? Quasiment aucun. Très peu, ouais. C'est très très rare de voir du coup alors qu'on joue sur un 4-4-2, c'est la base quand même normalement entre le latéral et le milieu, c'est ça, mais du coup nos milieux sont tellement centrés. Même Fofana joue très très haut, il joue sur la même ligne que Golovin et Minamino sur ce match-là. Donc du coup ça fait avec en plus les Strasbourgeois qui alignent leurs deux lignes, ça fait un monde qui est phénoménal et du coup t'as très 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 peu d'espace et on cherche pas du coup soit à les faire reculer, soit à étirer le bloc sur les côtés en les faisant travailler régulièrement droite-gauche, et on n'essaye pas de trouver des solutions. Je trouve qu'on s'entête beaucoup trop à passer dans l'axe, malheureusement. Oui, parce que si on rajoute à ça Golovin, qui, comme je disais, a finalement assez peu pris son couloir, qui était quand même beaucoup aussi dans l'axe, ça fait un peu engorgement, ça fait trop de monde, quoi. Et comme tu disais, oui, tu peux pas avoir de dédoublement à gauche si t'as ton milieu qui n'y est pas. Le problème des dédoublements quand même qu'on a, le problème aussi de jouer par les côtés et d'envoyer des centres, c'est que nos deux attaquants sont pas de grands joueurs de tête, donc aussi ça t'enlève quand même des possibilités. Tu vas pouvoir dédoubler, passer sur les côtés, mais ça veut dire jouer à ras de terre et c'est compliqué d'être systématique à ce niveau-là. Enfin. Après, moi j'ai jamais été trop fan de la tactique de centre. Parce que bon, c'est quand même un peu... Souvent, c'est quand même au petit bonheur la chance. S'il y a un mec qui est dans la surface à la retomber pour la reprendre, c'est bien. Mais bon, c'est quand même une tactique qui est souvent, je trouve, vouée à l'échec ou qui
qui a un taux de réussite assez bas quand même. Ça dépend de la qualité technique de tes centreurs et puis de ta capacité de projection. Voilà, tu as répondu à la question, du coup. Non, je veux dire, bon, si c'est Ouattara, ça va. Il a une bonne qualité de centre. Ouattara Singo, c'est pas mal quand même. Voilà. Ouais, c'est plutôt deux bons centreurs. Ouais. Maintenant, c'est vrai que quand ton centreur s'appelle Ismail Jacobs, je suis désolé. Je suis sûr que je préfère pas je préfère qu'on continue de passer dans l'axe. Après, nous, notre problème, c'est surtout les réceptionneurs. C'est que, alors Ben Yedder, on le sait, c'est pas un joueur de tête, mais Balogun est extrêmement mauvais quand même dans le jeu aérien. Et qu'aussi, on a ce problème de, tu sais, sur les centres, tu as besoin des personnes au deuxième ballon. Et je trouve qu'on les a pas si souvent que ça, tu vois. Les Fofana, Zakaria et tout, on les voit pas si souvent arriver à l'entrée de la surface pour armer. Enfin, du coup, oui, tu te retrouves avec un jeu de centre un peu stéréotypé où tu balances un ballon un peu dans la boîte. Là. Et puis, je rappelle, je me souviens toujours de ce match contre 3 en 2015, le fameux où on doit marquer sur penalty mais que Lassina Traoré l'enlève à Fabinho, je crois. Oula, je crois que c'est un match où on a fait un record de centres, on avait genre 40 centres dans le match. Au final, on a fait combien sur ce match-là déjà ? Combien de buts marqués ? Non, ça c'est... 0, c'était 0-0. Voilà. C'était 0-0 avec Lassina Traoré qui rate le zéno. Tu peux marquer uniquement parce que tu as un penalty. Donc, tu vois, je veux dire, c'est ça. Bon, alors, ok, Lassina Traoré était nul de la tête malgré ses 2 mètres 25. Mais. Oui, puis tes joueurs de côté à cette époque-là, c'était qui ? C'était alors, on avait Dirar à droite, au milieu. Plutôt bon centreur, Dirar quand même. Pour le coup, c'était une de ses qualités. À gauche, alors, est-ce que c'était Coentrao qui jouait ou pas ? Pas sûr. Il était sûrement à l'infirmerie, ça devait être Echier Gilet. Ou au bar. Oui. Ou les deux. Au bar de l'infirmerie. Le bar l'apothicaire, paraît-il, ça s'appelait. Mais du coup, voilà, bon, si c'est Coentrao, il faudra vérifier, mais bon, t'as quand même une super qualité de centre, ça on pouvait pas lui enlever. Bon, si c'est Echier Gilet, je dis pas. Mais au final, je crois que tu centres 40 fois dans le match pour un résultat absolument the bee, quoi. Donc voilà, tu vois, moi je suis pas un grand fan de cette approche-là. Effectivement, je préfère qu'on puisse trouver des différences, faire des petites combinaisons à ras du sol parce que tu fais parler la qualité technique des joueurs. Maintenant, c'est vrai que ce jeu si l'animation est trop stéréotypée, ça donne aussi ce qu'on voit là contre Strasbourg, ça donne aussi ce qu'on a vu contre Toulouse, contre Le Havre, etc. Ça donne une équipe qui finalement donne l'impression de ne pas savoir faire grand-chose du ballon, mais qui aussi en même temps a du mal à changer de rythme. Il y a aussi ce problème, je pense, peut-être du changement de rythme. Est-ce que c'est à cause de l'adversaire, de la posture attentiste de l'adversaire, ou est-ce que c'est par rapport à un manque d'engagement de l'équipe ? Et là, il y a un peu des deux quand même, moi je trouve. Ouais, il y a un peu des deux. Mais tu vois, tu parlais de changer le rythme, mais en fait, c'est un peu ce qui manque à cette équipe, c'est de savoir varier. Oui, ok, tu peux essayer de passer par l'axe, mais si ça marche pas, faut aussi être capable d'essayer de plus passer par les ailes. Faut varier aussi l'intensité. Enfin, on manque de beaucoup de choses tu peux pas établir ça dans un plan de jeu de début de match. Ça doit être de l'initiative des joueurs un peu aussi, de se dire bon on essaye différemment. Ça fait partie de la créativité. C'est ce que tu attends de tes milieux de terrain, de toute ton équipe. Il faut qu'elle sache se défaire de ce genre de situation. Quand tu joues en Ligue 1 et que tu es Monaco, tu vas avoir énormément d'équipes qui vont mettre le bus contre toi. Si tu prétends à jouer les premiers rôles, tu peux pas te réfugier derrière le fait que c'est un bloc bas, quoi. C'est pas possible, c'est pas entendable comme argument, quoi. Après, je pense que l'idée, c'est plus peut-être... À mon avis, la différence dans l'approche que peut-être Monaco doit avoir, c'est peut-être être capable d'être un peu moins haut, de venir d'un peu plus loin, de potentiellement laisser davantage le ballon à l'adversaire. C'est un peu plus stratégie Philippe Clément. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que l'an dernier, Monaco était très bon contre les petits, il gagnait beaucoup contre les petits. Parce que tu avais une stratégie qui était de ne pas avoir le ballon, peu importe l'adversaire, c'est-à-dire que alors tu serrais le cul tout le match parce que tu savais pas défendre, et que de toute façon ton projet, comme c'était pas d'avoir le ballon et que tu te faisais laver par Angers ou autre dans le jeu, le but c'était contrer, transition, mais du coup ça marche.
Ça marchait plus ou moins. Hein. Ça a marché un temps, quoi, hein, parce qu'on s'est aussi fait laver par des petits. Hein, ouais, mais globalement, contre les petits, tu fais les bons résultats. Ouais, au début, ça fonctionnait. Ouais. Je te parle pas de la fin de saison où là, de toute façon, petit comme gros, dans tous les cas, les mecs, ils étaient partis en vacances. Mais et ni du début de saison où bon bah t'as le focus sur l'Europe et que tu te plantes et que bon, tu mets un peu de temps à t'en remettre aussi. Bon, mais globalement, t'as les résultats. Par contre, c'est contre les gros que t'en avais pas. Voilà, parce que là, t'avais la qualité aussi en face. Et comme t'avais le projet était identique, à savoir leur laisser le ballon. Alors soit t'avais un meilleur pressing et tu défendais mieux en avançant parce que justement bah, c'était un match important et dans ce cas-là tu avais le petit supplément d'âme qui fait que bah, t'arrivais à mettre un peu plus d'intensité dans ce que tu faisais. Mais voilà, est-ce qu'il faudrait pas trouver un entre-deux ? Moi pour moi encore une fois le jeu de l'année dernière ça c'était une abomination, je ne veux plus revoir ça de ma vie, c'est à Monaco en tout cas. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas, justement, sans aller dans cet extrême-là, faire un pas en arrière, entre guillemets, pour justement se servir un peu de cette approche-là et d'être un peu plus capable d'être tranchant en transition pour faire la différence aussi ? De savoir peut-être un peu laisser le ballon, de savoir un peu de laisser, on va dire, l'adversaire se déséquilibrer, quoi. Ouais, après Strasbourg, avant de les laisser se déséquilibrer, ils n'avaient pas l'air d'être venus avec de grandes ambitions, même s'ils jouaient chez eux. Hein. Je pense que tu peux te faire un match où tu les attends et qu'ils viennent pas, quoi, aussi. Hein. Mais le problème, il y avait quand même un autre souci aussi. Dans ces matchs-là, on a un autre problème, c'est que depuis que les DS de Red Bull ont mis la main sur ce club, on nous parle que d'agressivité à tout bout de champ. Hein. Peu importe les coachs, ça a toujours été le cheval de bataille de dire on veut une équipe qui est agressive, etc. Bon, certes, c'est des mots qui sont très plaisants. Pourquoi pas, hein, dans les faits, mais elle est où l'agressivité hier ? C'est justement aussi ce qui nous manque, quoi. C'est que une équipe qui joue regroupée, il faut que tu arrives à l'étouffer, en fait. Il faut qu'elle n'arrive plus à se relancer. Au bout d'un moment, ça va craquer. Et c'est ce qu'on n'a pas fait hier aussi. C'est qu'on est trop attentiste dans les seconds ballons, dans tous les duels où, en fait, on aurait pu faire des récupérations hautes et puis les mettre plus souvent en difficulté parce que bon, à un moment donné, la loi des probas, ça fonctionne aussi au foot, hein. Plus tu récupères le ballon et plus tu frappes, et ça risque de finir par rentrer. Et c'est vrai que là, sur ce point-là, on a eu quand même deux milieux assez déficients, Fofana, mais aussi Zakaria quand même, hein, dans le duel, il a pas été très bon non plus, hein, il faut le dire aussi. Donc c'est vrai que ça n'aide pas si tu récupères pas forcément les ballons. Après, pour la question de l'agressivité, de l'intensité, de trucs Red Bull, ça je te l'accorde. Là où je nuancerais entre guillemets par rapport à cette année, c'est que quand Paul Mitchell nous sortait cet argument-là de l'intensité du jeu, voilà, agressif, etc., je dis ok, mais il parle surtout de physique et pas beaucoup de ballons. Enfin, il parle surtout voilà intensité athlétique, etc. Mais il parle pas trop de technique, intelligence de jeu, les profils. Bon, cette année, je veux dire, t'as quand même Akliouche, t'as quand même Ben Seguir, t'as quand même Golovin, t'as Minamino qui est bien revenu, t'as Ben Yedder aussi t'as des mecs qui savent jouer au ballon, t'as des mecs qui sont techniques, t'as des mecs qui sont voilà. Donc voilà, je veux dire, effectivement là je préfère ça quand même, je tique moins, tu vois, par rapport au discours de l'intensité, dans la mesure où je sais que dans l'équipe, t'as quand même des mecs qui savent jouer au ballon et qui sont en théorie capables de faire les différences dans les 30 derniers mètres, quoi. Ah ouais, ça c'est très vrai. Non, mais en plus, mais après d'être agressif, ça n'empêche pas d'avoir des joueurs de ballon. Hein, et ces joueurs-là peuvent tout à fait aussi être un petit peu agressifs sur la récupération. Finalement, c'est pas incompatible. Je suis d'accord que oui, c'était ce délire autour d'intensité athlétique, c'était bon. On a l'impression qu'on nous parlait que de ça, quoi. Que c'était c'est ça. Parce que c'est pressing, la philosophie, l'école, l'école allemande, voilà, on dit Red Bull, mais c'est vrai que c'est aussi beaucoup plus, d'une manière plus globale, l'école allemande, c'est le pressing, gegenpressing, etc., quoi.
Oui, c'est clair. Non, mais c'est hyper important. Mais après, ceci dit, t'es pas obligé d'avoir que des buffs pour faire du pressing, hein. Au contraire, hein, tu peux avoir des petits joueurs techniques. Le pressing, effectivement, il y a une question d'intensité physique, mais il y a aussi du placement, il y a de la malice, il y a plein d'autres choses qui interviennent dans un bon pressing. C'est de l'organisation, surtout. Ouais, c'est ça. C'est aussi de l'organisation tactique, c'est de la technique, parce que non, il y a plein de choses et on sait très bien le faire avec ces joueurs-là, en fait. Ça rejoint peut-être aussi le côté qu'on choisit les matchs. C'est que tous ces joueurs qu'on cite savent très bien presser, y compris un Golovin, un Minamino, etc. Ce sont des joueurs qui sont très capables d'aller faire un bon pressing, d'aller récupérer des ballons hauts. Ils le font aussi, quoi. Ouais. Patrice, pour peut-être un peu conclure sur ce débat de l'approche face aux petits. Ouais, ce que je trouve qui est problématique surtout, c'est que nos joueurs sont attentifs, c'est-à-dire qu'ils ont leur position sur le terrain et ils n'en bougent pas. Quand tu vois le porteur du ballon, il y a très peu de solutions qui sont proposées, c'est qu'ils sont à leur position et ils attendent en fait le ballon et ils ne proposent pas. On est figé en fait, et quand on joue, on fait circuler le ballon, mais du coup, on n'a aucun joueur qui va faire des appels, contre-appels ou complètement dézonés pour essayer d'apporter du jeu autre. Et contre façon des blocs bas, les solutions que tu as, c'est soit tu tends des frappes de loin, et nous, c'est très rare qu'on le fasse, parce qu'au pire, c'est contré, mais ça peut te revenir dessus, et donc tu peux avoir des occasions comme ça. Soit c'est par le dribble, parce que du coup, tu es dans des petits espaces, tu arriveras très difficilement à faire des passes. Ou alors, il faut avoir des joueurs qui sont vraiment très très bons, type Guardiola, Barcelone, quoi, qui sont capables de jouer dans des espaces infimes. Après, même mais tout sinon, oui, c'est par le dribble, et il y a très peu de joueurs aussi qui tentent les dribbles, ou alors ils partent sur des chevauchés à vouloir dribbler 5 joueurs à la fois, quoi. Après, même Guardiola, a du mal aussi contre ce style. Non, mais c'est surtout qu'il dit les 30 derniers mètres, en fait, c'est la décision c'est le joueur, c'est la qualité du joueur après qui fait la différence, parce que lui, ce qu'il peut faire, c'est faire en sorte que voilà, l'équipe arrive à porter le ballon jusqu'à cette zone-là. Mais une fois que tu es dedans, après, c'est la qualité du joueur qui surtout fait la différence, plus que l'aspect tactique, en fin de compte. Et de créer ton surnombre, quand même, aussi. Hein. C'est des fois un peu ce qui manque, qu'on disait, tu vois, dans l'aspect tactique. C'est ouais. De créer un surnombre alors qu'ils sont déjà tous les 10, ils sont dans leur surface, quoi. Genre, hormis dire Maé qui monte, je vois pas comment on va créer un surnombre, quoi. Bah, sur des petites zones, tu vois, sur les seconds ballons, sur des choses, tu peux quand même, plus tu te projettes dans la surface, et plus tu as quand même de chances d'avoir un joueur qui peut être dangereux. Nos milieux défensifs, ils manquent quand même dans ces moments-là. Tu manques de projection, en fait. Tu vois, tes milieux def, ils sont. J'ai pas souvenir, ou alors aussi, ils prennent pas non plus souvent l'initiative de frapper, mais on a très rarement ce genre de situation comme on a eu de Zakaria à Nice, tu vois, qui prend sa chance de loin. Et ça, t'aurais besoin contre un bloc bas de mecs qui prennent leurs responsabilités, qui frappent. T'as aussi le côté les coups de pied arrêtés. On a un problème avec ces coups de pied arrêtés, c'est pas possible. On n'arrive jamais à faire la différence dessus, quoi. C'est extrêmement rare et c'est des matchs où ça pourrait être utile sur un corner. Alors là, on a eu l'occasion avec Singo, mais je crois qu'on est quand même une des équipes qui est la plus prolifique sur les coups de pied arrêtés, il me semble. On marque quand sur corner? J'ai pas de souvenir vraiment. Faudrait que j'ai l'impression qu'on marque beaucoup dans le jeu, ouais. Moi j'en cherche honnêtement. Après je suis pas allé tenir de compte bien précis dessus, mais j'ai quand même cette la sensation. Ligue il y a pas longtemps elle est sortie et je crois qu'on était juste derrière Marseille ou un truc comme ça, donc Ah ouais, parce que tu vois là je suis en train d'essayer de chercher quand est-ce que c'est le dernier but qu'on met sur un corner ou un coup franc indirect, quoi. Oui, non, c'est vrai que là j'ai pas forcément l'exemple qui me. Je m'en rappelle d'un au début de l'année en début de saison avec Singo contre Lens, qui met une tête. Voilà, je m'en rappelle de ça. Il y en a sûrement eu d'autres, hein, mais tu vois ça. Ouais. Faudrait vérifier, mais ça, bon, là, j'ai pas trop le temps de. Enfin, ça demandera un peu de temps quand même d'aller chercher tout ça, mais. Mais tu vois, là, dans ce match, ils étaient pas très bien frappés, quoi, nos coups de pied arrêtés. Même l'occasion de Singo, je te dis, moi, je trouve que le corner de Golovin, il est pas très bon parce qu'il est pas claqué, c'est un peu un ballon en cloche, donc bon, Singo la remet très bien, mais c'est des ballons où c'est dur d'aller mettre de la puissance. J'ai le souvenir aussi que juste avant... Ouais. Après, je pense que c'est vrai qu'on a quand même perdu à ce niveau-là avec la blessure de Caio Henrique. Ça, c'est quand même très, très net. Ouais. On n'a pas la même qualité sur ces phases-là qu'avec lui. Ouais. C'est certain. On enchaîne avec les tops, messieurs, ce match.
Qu'est-ce que vous voulez ressortir du lot, Patrice? Ben Seguir. Parce que franchement, sur le terrain, j'ai pas vu de joueurs qui sont vraiment sortis du lot. Et du coup, c'est lui, par son entrée, par son but, du coup, qui nous délivre et qui nous fait le bien. Donc pour moi, c'est lui le top joueur. Après, c'est déjà, il y a du mieux déjà, je trouve, par rapport aux autres entrées qu'il a pu faire. Il a beaucoup plus inventé. Peut-être dans un rôle, peut-être un peu mieux. Peut-être que les autres entrées qu'il a pu faire n'étaient pas forcément bien positionnées. Là, du coup, on l'a vu peut-être un peu plus à son aise. Et puis, voilà, il est au bon endroit, au bon moment pour la passe d'Akliou. Je crois qu'il est à l'entrée de la surface. Il s'est démarqué. Il a le temps de pouvoir plus ou moins contrôler. Son contrôle est quand même pas terrible. Mais du coup, il fait une très très bonne frappe derrière en lucarne qui est Après, pour moi, imparable. le but, il se met face au but, quoi. Ça lui permet de s'orienter, quoi. Ouais. Mais après, le contrôle est pas. Et d'ailleurs, Ouais, petite je trouve que question la à phase- propos du but. Vous trouvez que le gardien peut rien faire sur ce but ou que Oui. bon, ouais. Ouais, il est loin. Ouais. Ça dépend Ouais. l'angle que tu vois. Quand t'as la vue reculée, ouais, c'est sûr, t'as l'impression qu'il est à côté. Puis quand t'as la vue de derrière, tu vois vraiment que le ballon il est dans la lucarne et qu'il peut pas faire. L'enchaînement est rapide, ouais, c'est ça. L'enchaînement est rapide et la frappe est puissante. Mais c'est vrai que quand tu vois le ralenti, ouais, avec face cage, quoi, bon, tu te dis, oh, il aurait pu essayer de se détendre. Bon, tant mieux pour nous, mais Ouais, je vous laisse Singo. ouais, effectivement, ouais, moi ça aurait été mon top si on peut. Singo et globalement, je trouve les trois défenseurs hors Ouattara on fait le job. Singo mieux que les deux parce qu'il a apporté un peu de danger offensivement. Bon, c'était pas non plus voilà, mis à part ce qui s'est passé en début de match, il n'y a pas eu plus que ça. C'est plutôt un bon match de l'arrière-garde, mais face à une équipe qui n'a pas su créer de danger non plus. Donc j'enlèverai Ouattara de ses flops, mais globalement de ses tops, mais globalement la défense a fait le boulot, quoi. Oui, pareil. Moi, j'avais notamment Kerrer. Je pense que c'est peut-être son meilleur match à Monaco. Ouais. Contre le PSG, il est pas mauvais quand même. C'était pas mal contre Paris aussi, ouais. Maripane, c'était pas mal jusqu'à la fin où il fait une énorme bourde. Je crois que c'est lui qui fait une passe plein axe. Ouais, il veut Ça dégager, paraît. mais il met une passe beaucoup trop molle. Je sais pas s'il au veut pas début, avancer ça. le ballon pour dégager. Non, à la toute fin du match. Ouais, mais ça pareil, merci, c'est Strasbourg, mais il y a peu d'équipes en Ligue 1 qui transforment pas ce genre de cadeau en but. Ouais, moi du coup, ouais, Kerrer, Maripane, c'est vrai que ça faisait partie aussi de mes tops. Puis bon, Minamino, je trouve qu'il fait pas un mauvais match. Volontaire, ouais. Ouais, offensivement. D'ailleurs, au final, je me demande, je trouve que quand il sort, c'est peut-être un peu dur. Après, c'est pour réorganiser tactiquement et mettre Golovin dans l'axe, mais pas là, par rapport à Golovin, je trouve qu'il fait un meilleur match, par exemple. Mais Ouais, il se bouge plus. C'est vrai que c'est quand même agréable, mais souvent avec lui, il y a quand même souvent ça, où dans l'attitude, il y a quand même moins à lui reprocher, par exemple qu'à Golovin, quoi. Tu vois, ouais, Golovin, c'est un peu Casper pour moi sur ce match. Ouais. Et au niveau des flops, du coup, tu as parlé de Ouattara, Pierre. C'est vrai que. Ouais, il a été en difficulté Ouais. sur ce match. Ouais. Surtout défensivement, où c'était très compliqué. Et puis bon, même offensivement, il n'a pas su faire ce qu'il avait fait de bien dans les matchs précédents. Ouais, il a de grosses lacunes défensives pour l'instant quand même. On le voit sur beaucoup de matchs, mis à part Paris où il était peut-être plus appliqué. Ouais, mais on pouvait espérer que peut-être il continue sur cette lancée du match de Paris, justement. Ça peut Ouais, être le cas. ouais, Là, ouais. il a quand même souffert face à Ouais. quoi. Il a pris un peu le bouillon. Et puis surtout, même offensivement, il a rien apporté, en fait. C'est-à-dire qu'on lui a laissé vraiment tout le couloir. Et il n'en a pas vraiment profité. Donc, il y a vraiment pas grand-chose de bon à retenir du match de Ouattara, je trouve. Il n'a pas toujours été bien servi offensivement aussi, moi je trouvais. Parce que quand même, tu vois qu'il faisait les courses qu'il fallait. Souvent, on lui donnait pas le ballon. S'il écartait bien le jeu, et tu le voyais, il était comme ça. Il levait le bras et le jeu, peut-être dans le guidon, les joueurs regardaient pas, quoi. Et souvent, il était quand même bien seul sur le côté et il aurait pu apporter des solutions, je pense. On l'écarte pas assez. On l'a déjà dit, quoi. Pat, tu as un autre flop? Ouais, je vais te laisser Fofana et du coup je vais parler de Ben Yedder. Je suis plutôt à le défendre, mais là du coup sur ce match-là il est quand même pas très bon.
toutes les occasions, c'est Balogun qui les a dans ce match quasiment. Je trouve que Ben Yedder, du coup, on le voit très très peu. Il fait une très belle déviation du coup pour Singo, on en a parlé tout à l'heure, quoi. Mais sinon, à part ça, il n'a pas fait grand-chose. Il est assez transparent. Je trouve ça assez problématique, alors que habituellement, on disait justement que Ben Yedder ne marquait pas contre les grosses équipes. Par contre, contre les petits, là, il se faisait plaisir. C'est là où il mettait tous ses buts. Je trouve là, depuis quelques temps, c'est plus compliqué. À chaque fois qu'on joue contre des petites équipes, justement, on a énormément de mal à le trouver. Et au final, il a très 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 peu de ballons, quoi, à exploiter ou même à toucher. Alors du coup, on le voit, à mon avis, ça doit l'énerver. Du coup, il commence à redescendre très très bas sur le terrain. Et du coup, il s'éloigne de la zone pour avoir des actions. Donc voilà, je trouve que ça fait 2-3 matchs là où il est un peu moins bien, alors qu'il sortait d'une période où c'était quasiment un but par match. Là, il un peu en dessous, mais bon, je trouve pas forcément que ce soit lui qui est le plus mauvais, c'est juste qu'on n'arrive pas à le trouver là. Je pense peut-être qu'il est gardé de près sur ce genre de match et que c'est plus compliqué d'aller le trouver, alors que pourtant c'est un joueur qui sait jouer très bien dans les petits espaces, qui est plutôt bon. Voilà, c'est un peu dommage qu'ils se mettent pas en évidence. Qu'est-ce qu'on pense Puis dans le jeu, il a quand même pas été très bon non plus. C'est vrai que je trouve que c'est souvent des remises. Alors il y a celle pour Singo qui est bien, mais sinon c'est très stéréotypé, quoi. C'est ce qu'il proposait souvent. Qu'est-ce qu'on pense d'ailleurs du match de Balogun? Moi, je trouve que c'est beaucoup mieux là depuis 2-3 matchs. Je trouve qu'il commence un peu à monter. Alors, au niveau de la finition, c'est toujours pareil. C'est toujours, j'arrive pas à cadrer mes frappes. Ou alors quand je les cadre, je les frappe en plein. C'est ça le problème, c'est-à-dire qu'au final, la tête du gardien. Mais par contre, il se crée les occasions, il sait se mettre en situation. C'est lui qui est le plus dangereux dans l'équipe. Mais il conclut pas. Mais il conclut pas. Ouais. Et c'est rageant. Mais je trouve en tout cas dans le jeu mieux. Alors qu'avant, justement, on avait du mal à le trouver, il faisait pas grand chose dans le match, quoi. Il faisait un peu comme Wissam sur ce match-là, quoi. Ouais, et puis dans un match où il avait des clients sur le dos, voilà, il a fallu beaucoup de jeu dos au but, pardon. Pas forcément évident, mais je trouve qu'il, voilà, physiquement, il tient quand même bien le coup aussi, mine de rien, il est assez solide. Mais oui, c'est vrai que c'est un match. C'est un match un peu bizarre à évaluer pour moi, celui de Balogun, parce que t'es quand même dans une configuration où les occasions sont rares et où c'est surtout lui qui les obtient. Donc ça veut dire que quelque part, lui est capable de se mettre d'être trouvé par ses coéquipiers, de se mettre en situation de pouvoir marquer. Sauf que le problème, c'est que tu conclus pas. Donc je dirais que pour moi, c'est un match où tu pourrais tout aussi bien lui mettre 4 ou lui mettre 6, c'est ce qu'on fait d'ailleurs l'équipe a dit ce matin. Ouais. Bon, du coup, j'ai choisi l'entre-deux, j'ai mis 5, moi, personnellement. Oui, il est très bien noté. Nice Matin a mis 4. Non, Nice Matin a mis 6. Les deux ont mis 6. Mais les deux ont mis 6, d'accord, ok. Ouais, moi, personnellement, alors c'est peut-être dur, mais j'étais peut-être plus proche du 4, dans le sens où, ok, il y a les situations, mais si tu les as, ton but, c'est de les mettre au fond. Son premier but sur le terrain, c'est de marquer. Sa première mission, c'est celle-là. Donc, du coup, j'ai tranché, j'ai mis 5. Enfin, j'ai tranché sans trancher, du coup. Mais, et je parle pas de tranche de pain, Pierre. Entendons-nous bien. On est bien d'accord. De brioche, peut-être. Ouais, ou de brioche. Mais voilà, donc, c'est juste que, du coup, oui, c'est super qu'il ait réussi à se trouver en bonne position à plusieurs reprises, mais... On lui demande de marquer. Mais il faut qu'il fasse mieux à la finition. Il faut qu'il fasse clairement mieux à la finition. Ah ouais. Déjà, contre le PSG, là, la première occasion à la 5e minute, ça doit finir au fond. Ça. Et puis là, à la 11e, ça doit finir au fond aussi, ou ça doit au moins, à minima, finir cadré. C'est ça. Et Bon, il mérite pas d'être en dessous de la moyenne, parce que c'est vrai qu'il est volontaire, etc. Oui, il est là dans les duels. À côté, t'as le match de Ben Yedder qui, lui, est plutôt transparent. Donc, ouais. Mais c'est vrai que de ce qu'on voit... Trop de gâchis, quoi. Trop de gâchis. Ouais, puis même s'il est volontaire, c'est quand même pas terrible, tout ce qu'il fait techniquement, etc. Bon, ouais. Et du coup, pour terminer les flops, messieurs, Fofana, il a fait son gros match contre le PSG. Alors bon, c'est vrai que c'était un peu le débat qu'on avait eu la semaine dernière, à savoir est-ce qu'il choisit ses matchs. J'ai quand même pas envie je pense pas qu'il choisisse ses matchs, mais en tout cas, très clairement, ce jour-là, ce dimanche, il y était pas du tout. Alors que c'est contre son ancien club, donc s'il choisissait ses matchs sur celui-ci, il pourrait se mettre un peu plus en évidence. Ouais. Il a été applaudi d'ailleurs. Il a été applaudi, parce est-ce qu'il laissera des meilleurs souvenirs à Strasbourg qu'à Monaco quand il partira, j'en sais rien. J'ai cru des meilleurs souvenirs qu'à Oulu.
Il laissera des souvenirs contrastés, Ouais. je pense. Ouais. S'il part, on verra bien. Mais c'est vrai que je trouve que dans le duel, il n'a pas été présent du tout. Un duel gagné sur 4. Donc déjà, il n'en a pas beaucoup disputé. Et en plus, il les a même pas gagnés. Donc c'est vrai que quand tu as deux lignes aussi resserrées défensivement côté strasbourgeois et que eux, leur projet, c'est l'impact et le contre, clairement, ça veut dire qu'il y a une déficience chez nous au milieu de terrain. Encore une fois, c'est pas le seul. Zakaria fait pas un très bon match non plus, mais c'est vrai que Fofana, ça s'est plus vu. Et puis surtout, offensivement, il a strictement rien apporté, quoi. C'est-à-dire que faire la différence dans les petits espaces, lui, il peut arriver s'il est un peu plus bas, entre guillemets, ou en tout cas qu'il n'est pas forcément au contact de la surface, s'il a un peu plus de temps ou de recul pour pouvoir mettre une bonne passe là entre les lignes. Ça, il est capable de le faire, hein. Mais c'est vrai que là, on n'a absolument rien vu. Bon, il y a la perte de balle aussi hyper dangereuse en première période. Bon, il sort à la mi-temps, c'est assez logique au final, hein. Donc c'est quand même un match à oublier pour lui. Ouais. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce match. On rappelle les petits pronos de la dernière fois, Pat. Y en a un qui a été validé. Bravo à toi. C'était le seul. Voilà, c'est ça, il attendait les félicitations, bravo. Ouais. Pour ma part, j'avais dit qu'on gagnerait qu'il y aurait au moins 3 buts, je crois, dans ce match. Et Quentin ce sera un match à but, quoi. De mémoire, il avait dit l'inverse, que ça allait être un match très très compliqué et très serré, et qu'il y aurait une victoire d'un but seulement, je crois. Du coup, ça fait 2 bons pronos. Donc pour moi, il a raison aussi. Ouais. Voilà, donc bravo Quentin et bravo à moi. Les pronos, messieurs, pour Monaco-Lorient. Ce sera le match dimanche prochain, nouveau multiplex à 15h. Qu'est-ce qu'on choisit? Qu'est-ce qu'on pronostique pour ce match-là? Si je voulais être méchant, je dirais on va faire un match nul contre Lorient et qu'on n'arrivera pas à les battre. À domicile, on rappelle. Vu qu'à domicile, on n'y arrive absolument pas. 5 matchs, je crois, sans victoire maintenant. Ça commence à devenir un peu compliqué. Ouais. Non, mon pronostic, c'est que Golovin va prendre son carton jaune qui va du coup le suspendre pour encore à nouveau un match, parce que là, il a pris son deuxième, donc le troisième le suspendra. Parce que du coup il en prend tellement régulièrement que ça paraît déjà logique qu'il en prenne un, et surtout que le prochain match, joueur le plus averti de Ligue 1, 10 cartons jaunes, un carton rouge, joueur le plus averti de Ligue 1. C'est scandaleux, alors que il devrait pas du tout l'être, quoi, vu son poste, mais et du coup ça lui ferait rater le match contre Metz, alors qu'après il y a un enchaînement où on joue quasiment que des gros clubs, on joue Rennes, Brest, Lille et Lyon, je crois, quelque chose comme ça. Il y a que des gros matchs, donc c'est vraiment pas le moment du tout de le perdre, sachant qu'il faut qu'il tienne 5 matchs, ça paraît impossible pour lui. Donc je pense que s'il n'y a pas faute, ce sera une faute volontaire de sa part pour prendre sa petite biscotte, pour être de repos contre Metz, qui est pas le match le plus compliqué qu'on a à jouer, surtout à l'extérieur. Après Golovin dans les gros matchs, on sait ce que ça donne si on était un peu mauvaise langue. Contre Paris, contre Marseille, ça allait, pour le coup. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Ton prono? Moi, en prono, moi je vais prendre des risques. Moi, je vais dire que j'ai dit tout à l'heure qu'on faisait rien sur coup de pied arrêté. Alors, je sais pas si on va faire quelque chose sur coup de pied arrêté, mais je prédis un but de Maripane contre Lorient. Voilà. C'est très précis, c'est très risqué. Très bien. Eh bien, moi, je prédis que à la fin de la 26e journée, nous serons 2e derrière le PSG. Oh. Voilà. Donc ça prend des risques ce soir. Ça implique une victoire contre Lorient, forcément, puisque un match nul, ça suffirait pas. À moins que... Enfin, ça pourrait suffire à condition que Brest s'incline assez lourdement. Très très lourdement, c'est la meilleure défense. C'est la meilleure défense. C'est la meilleure défense. C'est la meilleure défense à égalité avec Nice, 19 buts. Ça aurait pu l'être d'ailleurs avec le PSG, qui était à 19 mais qui a encaissé 2 buts, donc qui maintenant est à 21. Mais Brest joue contre Lille. Donc Lille marque quand même pas mal de buts. En ce moment, Jonathan David, c'est même plus une bouteille, c'est un bidon de ketchup qu'il a. 14 buts en 2024. Balogun en rêve. Mais du coup, voilà, on a tous les concurrents directs en fait qui s'affrontent. Lens-Nice, Brest-Lille, Rennes-Marseille. Je pense qu'il faut quand même pas les oublier, même si on aurait eu envie cette saison de dire c'est bon, ils sont écartés. Mais vu la forme, la dynamique qu'ils ont, alors Rennes, s'est fait
honteusement remonté par Lille quand même, on peut le dire, après avoir mené 2-0. Donc voilà, ça va être quand même c'est des équipes qui vont se perdre des points. Voilà. Il y aura des équipes qui vont perdre des points. Et nous, on joue Lorient. Il faut clairement qu'on en profite. Donc, il faut une victoire. Je pense qu'on va gagner. Et je pense que Brest va peut-être faire un match nul ou va peut-être perdre. Je les vois pas gagner contre Lille. Donc voilà, la différence de but entre les deux, c'est plus 5 à l'avantage de Brest, la différence de but. Donc c'est vrai que si on gagne, imaginons 2-0, il faudrait du coup que Brest perde 3-0. Je pense qu'il y aura une victoire pour nous, et du coup Brest, comme Brest ne fera pas mieux qu'un match nul, eh bien ça implique que Monaco sera 2e de Ligue 1 à la 26e journée. Voilà, c'est mon pari, c'est mon prono. Voilà. Ok. Eh ben merci messieurs, je vous libère. Donc. Merci à toi. Voilà, tu vas pouvoir bosser Streamlab, Pierre, maintenant, c'est bon. Parfait, très bien. Et puis on vous donne rendez-vous donc dimanche prochain pour le débrief de Monaco-Lorient, ou lundi soir, on verra, ça dépendra. Ce sera ça. Jour de Saint-Patrick d'ailleurs, je vois dimanche prochain. Ah oui, donc d'accord. Ouais. Donc ça, je sens que ça va être lundi. Ah oui. Pourquoi ? Je sens qu'il y a un moustachu qui va se retourner la tête. La soirée. Alors, il sera en train de regarder du rugby, certainement. Donc voilà, on verra du coup le prochain débrief. En tout cas, merci Pierre et merci Patrice. Merci à tous de nous avoir suivis. Évidemment, le débrief, continuez à suivre sur Spotify et sur YouTube. Allez, salut messieurs et Dagemunegu. Ciao, ciao. Et bisous.